et qui s'occupe du développement de la jeunesse, on va dire. Si ça doit... Moi je m'appelle Anaïs, on est sur Ramas maintenant et j'ai créé l'association Enfants Forts du coup, donc on travaille sur le bien vivre ensemble, les problèmes de réchauffement climatique, etc. avec les jeunes, les moins jeunes. Et au-delà de ça, je fais des études en développement économique et social, donc je me suis intéressée à toutes ces questions-là un peu géopolitiques. Et du coup, je viens aussi écouter René. Moi, c'est Nicolas et je suis aussi. Je m'appelle Jamila Boumozali. Je viens de Marseille, je suis comorienne. Et je me suis engagée, ça fait 5 ans, à me battre contre la dictature. Et je suis plutôt pour toute l'Afrique, tout ce qui ne colle pas, quoi, plus ou moins. Et puis, je viens des quartiers nord de Marseille et je montais un collectif qui s'appelle Le Cœur d'une mère, qu'on se bat contre les assassinats avec les familles des victimes, etc. Voilà, je suis là en tant que combattante. Bonjour. Collègue de René, puisque j'anime une autre émission que la sienne sur Radio Galère, qui s'appelle Comaguerre, et qui a été fondée au moment où il y avait un mouvement mondial anti-guerre, c'était il y a très très longtemps, entre le milieu de 2000, enfin disons le 11 septembre 2001 et le bombardement, l'agression, l'assassinat de l'Irak, pour être clair, par George Bush. Et après on a continué, parce que c'était toujours la même lutte contre les mêmes personnages et la même politique. J'ai une émission hebdo tous les mardis après-midi sur l'actualité et une soirée à thème avec une interview d'un historien, d'un philosophe, enfin une personne sur un bouquin, le deuxième mercredi de chaque mois. Donc toute la soirée, 8h, 22h. Voilà. Que toi? Ah oui. Ben, alors c'est très simple, je suis très heureux d'être parmi vous. Je peux le présenter. Oui, tout à fait, je te laisse le soin, René. Animateur de Diaspora, 3e mi-temps, tous les dimanches à Deuxième Radio mi-temps. Galère. Deuxième mi-temps. Un compatriote à moi, sénégalais comme moi. Et puis multifonction, parce que indépendamment de la radio, il y a aussi dans le mouvement associatif. Il me seconde dans mes activités au sein de l'association que je préside, à Pont-Vert, l'INA. C'est un collaborateur très efficace. Et maintenant, c'est le porte-image et le porte-voix de la voix de la vérité de la France profonde. Merci. Cette émission sera diffusée sur Radio Galère. Dès qu'il y aura le montage, on vous avertira par mail pour ceux dont je dispose de l'adresse mail. Mais vous le saurez directement. Ou alors, si j'ai votre adresse, je pourrai. Voilà. Merci. Reste-moi. Je suis journaliste. J'ai été correspondant de guerre, un peu partout. Ensuite, responsable du monde arabo-musulman au service diplomatique de l'AFP, d'une zone du Tchad jusqu'à l'Indonésie, 43 pays. Je suis sénégalais de naissance, d'origine libanaise, de culture française. Je suis ce qu'on appelle l'incarnation de la synthèse culturelle française, à l'encontre des êtres à monoculture. Un être à monoculture est une personne qui est frappée d'hémiplégie parce que tout un pan de l'hémisphère sud de sa pensée est frappé de cécité. Moi, lorsqu'il y a des informations, vous verrez la démonstration, je n'écoute jamais les radios françaises ou les médias français. Je lis les journaux arabes, les autres journaux, et je fais ma propre synthèse. Ça va vous donner ce que je vais vous dire ici pendant une demi-heure, et après je répondrai à vos questions. Je suis l'auteur de 18 livres, particulièrement, dont l'un qui me tient le plus à cœur parce qu'il est fidèle à mon éducation française, de la patrie des droits de l'homme, c'est le terme bougnoul. Le bougnoul, son origine sémantique, son évolution étymologique et sa portée psychologique. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit et qui m'a valu même des remontrances des plus hautes autorités françaises. Mais il vaut mieux penser contre son propre camp, dans l'intérêt de ce camp-là. Voilà, c'était l'essentiel que je vous ai à vous dire. Je suis là à l'invitation de M. Adil Fajri, président des Quartiers Libres, qui me permet de m'adresser depuis la France profonde à la France entière, loin de la cacophonie française, parisienne, et le conditionnement parisien. Je crois très sincèrement que la guerre d'Ukraine est une guerre d'arrière-garde, un combat de trop. Le monde change,
mais les Occidentaux gardent la même grille de lecture. Emmanuel Macron, à l'issue du G7 d'Hiroshima, s'est rendu à Mongolie. Il s'est rendu en Mongolie pour créer un partenariat stratégique avec la Mongolie. La Mongolie, c'est un pays de 600 000, non pas 600 millions, ni 6 millions, de 600 000 habitants. C'est-à-dire la population d'Istres, de Martigues et de Fos, pas plus. Il veut faire un partenariat stratégique avec la Mongolie. Il y a 30 ans, la Mongolie, c'était le pays où un ambassadeur en disgrâce, un ambassadeur français, on l'envoyait en Mongolie. Et un haut fonctionnaire français, qu'on voulait limoger, on l'envoyait à Limoges, d'où l'expression limoger. Et maintenant, c'est avec ce pays-là que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, veut faire un partenariat stratégique avec un pays qui a 600 000 habitants, qui est coincé avec la Chine, 1,5 milliard d'habitants, il suffit qu'ils éternuent pour que la Mongolie tombe, et la Russie, le plus important pays par la superficie, en Europe, le plus important pays par sa superficie, équivalent aux 2/3 de l'Union européenne. Vous voyez les rapports de force. La France va établir un partenariat stratégique avec la Mongolie, alors qu'il y a un siècle, en 1923, on est en 2023, la France possédait le quart de la planète avec son empire colonial. L'Afrique, l'Asie, le Cambodge, le Vietnam, le Moyen-Orient, tout. Elle est en train de mendier. Et là-bas, en Mongolie, et les presses françaises abondent dans le sens de Macron. On va faire un partenariat géostratégique avec la Mongolie. So what? C'est quoi ça? Combien de Danone? La Chine consomme 500 000 par jour, 500 000 boîtes de Danone. La Mongolie, toute la population, c'est 600 000, ils prennent 500 000 Danone pour toute l'année. Donc il n'y a aucun recul dans la presse française pour dire, mais soyons raisonnables. C'est con. Elle fait le partenariat stratégique avec la Mongolie parce que la France doit racler le fond des tiroirs. Elle n'a plus rien. Elle a perdu le Mali, le Burkina Faso, la Libye, la Syrie, elle est en train de perdre le Liban. Elle a déjà perdu son empire. Et Macron théorise l'idée qui fait une politique d'équilibre entre les grandes puissances. Tu parles. Mongolie entre la Chine et la Russie. Quel équilibre tu vas faire? Quel équilibre tu vas faire? Tu vas être bouffé par les deux. Il en est de même le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, il y a un siècle, en 1923, c'était un royaume, un empire, où le soleil ne se couchait jamais. Le roi d'Angleterre s'appelait le roi empereur d'Inde. Le roi empereur. Allah, après le Brexit, qu'est-ce qui reste? Là, le Royaume-Uni, c'est 250 000 km², la moitié de la France. Et pour se maintenir dans la peloton de tête, il a recours à un greffon asiatique. Vous le savez tous. Le Premier ministre est indien, Bazané. Le maire de Londres, indien et hindou, ça passe encore. Il n'est pas musulman. Mais le maire de Londres est un Pakistanais et musulman. Le maire de Londres, c'est-à-dire le maire de la City, de la grande place financière. Pire, le Premier ministre d'Écosse, il est pakistanais et musulman. Le Royaume-Uni, pour rester dans le peloton total, il a besoin d'un greffon asiatique. Alors en France, lorsqu'on nous dit la théorie des grands remplacements, ça me fait une grosse rigolade, c'est une foutaise. Le grand remplacement a lieu, non pas tant par la volonté reptile des peuples basanés qui veulent conquérir l'âme blanche des populations blanches immaculées, parce que les Français de souche n'arrivent pas à assurer un coefficient de reproduction des générations. L'apport démographique des Français de l'immigration permet à la France de maintenir son ballon. La guerre d'Ukraine, c'est la guerre de trop. La guerre de trop, elle a entraîné une facturation du change économique, sans qu'on sache s'il s'agit d'une nouvelle guerre froide, mais avec un clivage différent, ou alors un nouveau
défragmentation du monde et un nouvel monde qui sera en cours de recomposition pendant des décennies. Cette fois-ci, la guerre froide ne posera pas l'Est et l'Ouest en bloc homogène, l'Ouest avec ses colonies et l'Est. Non. Ça opposera le Sud et l'Est, c'est-à-dire l'Asie, face au Nord et à l'Ouest. L'Est, l'Asie, qui est désormais le premier continent par son importance démographique, économique. Sur les 5 grandes puissances du monde, 3 sont asiatiques. La Chine, le Japon et l'Inde. L'Inde est une puissance économique supérieure à la France. La France est la 7e puissance économique. L'Inde, la 3e, 4e. La première, c'est les États-Unis, mais pour peu de temps. La Chine, ensuite le Japon, ensuite l'Inde, ensuite l'Allemagne. Avec un effort, l'Allemagne va être rétrogradée et s'en passer. Il y a le Nigeria et le Brésil qui arrivent, donc la France, elle n'aura plus sa place dans le G7. On arrive à cette situation-là qu'il y a une opposition frontale entre l'Est et le Sud, et le Nord et l'Ouest qui sont en phase de repli, pour ne pas dire autrement, aucun propos désobligeant. Je ne suis pas là pour provoquer. En 1923, il y a un siècle, c'est le seul critère valable, c'est la comparaison avec l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'archéopolitique, par référence à l'histoire. En 1923, la première guerre intereuropéenne d'envergure, qu'on a appelée la guerre mondiale, la première guerre mondiale, parce qu'elle se tenait en Europe, et que l'Europe était le premier continent par ordre d'importance, maintenant il ne l'est plus, il est le 3e continent. En un siècle, l'Europe a décliné de 2 positions. En 1923, la première guerre mondiale, qui était une guerre intereuropéenne, a opposé les États européens, mais pas que. Il y avait la chair à canon. L'Afrique, l'Asie et le monde arabe. On a été combattre et mourir pour nos colonisateurs qui combattaient leurs propres oppresseurs. Nous, on n'avait rien à voir, mais on est morts pour eux. Et lorsqu'on est revenu dans nos pays d'origine, on nous a massacrés pour garder notre complexe d'infériorité. En 1923, la chair à canon était basanée. Noirs, africains, chrétiens ou musulmans. Il y avait des chrétiens en Afrique occidentale à partir de Côte d'Ivoire, Togo, Gabon, et le monde musulman, Afrique occidentale française, Bamako, le Sénégal, puis l'Afrique du Nord, et le Liban et la Syrie, dont notre ami Habib Turki, pour la Deuxième Guerre mondiale. En 2023, un siècle plus tard, la guerre intereuropéenne se déroule sur le territoire européen. Elle prend 2 nations de race blanche, aucun basané. Mieux, l'Afrique se pose en médiatrice. Non seulement elle ne participe pas au combat, bravo l'Afrique, elle se pose en médiatrice. Elle a envoyé une délégation faire la navette entre l'Ukraine et la Russie pour servir d'intermédiation. C'est un bouleversement considérable. Et le monde change, je vous l'ai déjà dit, et l'Occident a toujours la même grille de lecture. Exemple, tout le monde se palme devant le t-shirt de Volodymyr Zelensky. Il a été à Hiroshima. Qu'est-ce qu'il a fait à Hiroshima? Il a comparé les massacres de Bakhmut au massacre de Hiroshima. Tous les journaux occidentaux ont repris ça. Tous les journaux occidentaux. Parce que c'est une vision unilatérale des choses. Or, Hiroshima, vous le savez, Hiroshima, c'est un crime américain, ce n'est pas un crime russe. Mais tout le monde a comparé Hiroshima, tu as comparé un crime américain avec un supposé crime russe à Bakhmut. Or, tous les machins ont dit, ah, il a comparé un crime, c'est un crime contre une population civile, où l'Amérique a échappé à la poursuite pénale parce que c'était les vainqueurs, ils étaient les plus forts. Sachez-le, la bombe atomique a été lâchée sur Hiroshima pour une raison évidente. Ce n'est pas pour venger Pearl Harbor. On peut se venger de Pearl Harbor autrement. On aurait pu conquérir le Japon par une invasion. On a bombardé, terrorisé Hiroshima et Nagasaki pour prendre de vitesse la Russie qui était en train d'arriver à Berlin. Et si la Russie était arrivée le premier en Berlin, elle est arrivée la première, mais c'est arrivé à l'aile. Et donc,
l'Amérique, avec la victoire sur la capitulation du Japon, elle lui a permis de prendre la moitié de Berlin pour les Alliés. L'Amérique était l'allié de la Russie dans la Deuxième Guerre mondiale, mais déjà elle préparait la guerre d'après, à l'avantage contre les Russes. Donc, Vladimir Zelensky compare Hiroshima à Bakhmut, alors que c'est un crime américain. Il identifie un crime russe. Donc, si les Russes sont criminels à Bakhmut, nécessairement les Américains doivent être des criminels à Hiroshima. Aucun membre de la presse occidentale n'a relevé cette distorsion. Je suis heureux d'être à Fos pour m'adresser depuis la France profonde à la France profonde, loin du conditionnement de la pensée de la classe médiatique, politico-médiatique française. Deuxième exemple, le monde change, mais les Occidentaux ont toujours la même grille de lecture. Volodymyr Zelensky a débarqué au sommet arabe de Jeddah. Tout le monde a dit qu'il a éclipsé le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe après 11 ans, au mépris d'une coalition internationale. Vous vous rappelez ce qu'il a dit, Zelensky? Toute la presse occidentale a rendu hommage à son intervention. L'acteur Zelensky, d'ailleurs à ce propos, l'Ukraine, c'est le seul pays au monde avec les États-Unis où un acteur de cinéma peut devenir président de la République. Partout ailleurs, ça n'existe pas. Il n'y a que l'Ukraine et les États-Unis. Ça me pose des problèmes. Il est arrivé à le sommet de... C'est pas en triomphe. Le roi d'Arabie, ou le Premier ministre, le prince héritier, lui a accordé 5 minutes. Il a fait quoi? Il a lancé un appel à la solidarité des pays arabes avec les musulmans de Crimée. Autant il y a de population en Mongolie, 600 000, et non pas 6 millions, ni 600 millions, autant il y a des musulmans de Crimée. Ils doivent être 5 000 personnes, pas plus. Et devant une assemblée de pays arabes, 20 pays arabes, à 100 mètres de Jérusalem, où on massacrait des Palestiniens qui sont la plupart des musulmans, où on violait la mosquée Al-Aqsa, le troisième haut lieu saint de l'islam, par un nombrilisme pro-occidental, le mec, il leur demande, s'il vous plaît, pensez aux musulmans de Crimée. Les gens, ils se sont dit, il est fêlé celui-là. Il n'a pas dit un mot pour les Palestiniens qui sont atteints d'un sociocide. Un génocide, c'est l'extermination d'une génération. One shot. Tu massacres une génération. Un sociocide, c'est plus pernicieux. C'est toute une société pendant plusieurs générations. C'est ce qui se passe avec les Palestiniens. Ils n'arrivent pas à respirer depuis 1948, les Palestiniens. C'est le sens de ce symbole-là. Donc, et la presse occidentale, ce qui est choquant, a emboîté le pas. Vous voyez Libération qui dit la visite de Volodymyr Zelensky a éclipsé le retour d'Assad. C'est quoi ça? Parce qu'il a parlé des musulmans de Crimée. Il n'y a même pas 5000 cas. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie, non seulement il a la Crimée et l'important port de Sébastopol, la base navale russe qui a accès aux mers chaudes, ça c'est important. Elle a eu Mariupol, elle a eu Bakhmut, elle a eu le Donbass. Et là, la Russie, malgré tous ses revers, malgré tout ce que vous dites, malgré toutes les interventions, elle a une superficie sous son contrôle en Ukraine, comparable au Portugal. La totalité des terrains conquis en Ukraine équivaut à la superficie du Portugal. C'est déjà mince affaire. La moitié, le quart utile de l'Ukraine est aux mains de la Russie. Après, il y a les pin-up et les machins qui peuvent... C'est tout. C'était réputé pour ça avant. On en arrive à cette situation-là. Je ne sais pas si la Russie sera vaincue. Je ne peux pas le savoir. Je ne suis pas un prévisionniste, ni un prédicateur. Je ne sais pas si la Russie sera vaincue ou elle sera vainqueur. Ce que je suis sûr, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'accepteront pas que la Russie soit vaincue. Pourquoi? Pas pour les beaux yeux de la Russie. Parce que pour une simple raison. Ils ne voudront pas. Parce que il y a tout un passif colonial de l'Occident. Tout un passif de 6 siècles
La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique, elle n'a ni traité ni la traite négrière, ni l'esclavage, ni rien. Sa population, si vous voyez les équipes sportives olympiques, elles sont toutes blanches. Il n'y a pas de métis, ou rarement un. Les Français, ils n'auraient jamais eu la Coupe du Monde de foot s'il n'y avait pas l'équipe Black, Black, Black risée de l'Europe, à 2 reprises. La France n'aurait rien eu, aucune médaille. Il n'y avait pas beaucoup de médailles s'il n'y avait pas Teddy Riner et tous ces gens-là. Il n'y a pas de métissage. À tel point que la population russe est si blanche, il n'y a pas de grand remplacement, il ne risque rien. Que les Américains, quand il y a des incidents policiers, ils disent qu'il n'y a pas un policier qui a épousé un noir américain, afro-américain, on les appelle, et un blanc, ils disent un type de race caucasien, Caucase, la Russie. C'est la référence, parce qu'ils ont une pureté que n'ont pas les autres pays européens, métissés et brassage, qui ont besoin de l'apport immigré. Donc, d'abord, c'est un premier marque de différence entre la Russie et le reste du monde, le reste occidental du monde. C'est un pays pas métissé, pas de brassage, il n'y a pas de risque de grand remplacement, quand bien même c'est une guerre qui oppose 2 pays de race blanche, comme on dit, même si la définition de race blanche est bannie du vocabulaire français, mais ils en parlent en sourdine, en catimini, les deux sont de population orange. À l'époque, la population blanche, à la fin de la guerre du Vietnam et le début de la guerre d'Afghanistan, la population blanche, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la population de race blanche était de 45% de la population mondiale. 45, en 45. À la fin de la guerre du Vietnam et les débuts des guerres de libération, on en était arrivé à 31%. Allah, après l'Afghanistan, l'Irak et les guerres, Syrie, Irak, Libye, attentats, 11 septembre et tout, on en est à 21%. 21% de la population mondiale est de race blanche. Le grand remplacement est arrivé, sans faire exprès, par leur besoin d'apport pour renouveler les générations. La France ne peut pas renouveler ses générations pour la sécurité sociale, pour les retraites. Et elle a besoin des naissances des enfants d'immigrés, qui sont beaucoup plus génésiques qu'un enfant d'immigré africain ou algérien ou n'importe quoi. Il a 3-4 enfants. Là-bas, c'est un et demi en plus encore. Il faut lui payer les études, il faut qu'il fasse la neige, le ski. Donc, non seulement la race blanche est en diminution constante, la place de l'économie américaine dans le monde a beaucoup baissé. Elle en est maintenant à 35%. Elle était de 55% à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 55%. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en 2019, la Chine a dépassé l'Amérique par le brevet de la propriété intellectuelle déposée à l'Institut de la propriété internationale. C'est-à-dire les inventions chinoises sont beaucoup plus importantes que les inventions américaines. Et ça, c'est le gage de la progression future, la supériorité technologique. Il y a eu 5950 brevets chinois déposés à l'Institut de la propriété industrielle. En Amérique, il y a eu 5800. 150 brevets de plus chez les Chinois. Troisièmement, l'Amérique, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle fait du mort à crédit. Je répète, si ma phrase est absconde, je vais vous le répéter. Elle fait du mort à crédit. Elle imprime des papiers de billets, des papiers à billets, pour financer ses guerres. La dette publique américaine est de 33 000 milliards. Pas 33 000 milliards, 33 000 milliards ou 3 000 milliards. 33 000 milliards, 33 trillions. Elle paye quand même intérêt de la banque 1500 milliards de dollars d'intérêt par an. 1500 milliards. Contrairement, dont la Chine détient une bonne part. La Chine, le Japon et l'Arabie Saoudite. Des pays qui sont en Asie. En Asie. Donc, elle n'a plus le monopole. La Chine reçoit dans les 500 milliards à 700 milliards, ça dépend des années,
d'intérêt des États-Unis. Regardez le processus. L'Amérique s'endette auprès de la Chine. La Chine achète les dollars, les bons de trésor. En contrepartie, elle touche des intérêts. L'Amérique lui paye des intérêts. Et elle lui dit, puisque je vous achète les bons de trésor pour financer votre expansion, vous allez m'autoriser à avoir accès au marché américain. Donc, l'Amérique est en train de scier la branche sur laquelle elle est tenue. Mais la Chine, contrairement aux Français qui achètent des djembés, des mallettes, les vodka, les cigares et les caviars à l'Assemblée nationale, les 500 milliards de dollars qu'ils reçoivent de l'Amérique des intérêts, ils les ont investis en Afrique. En 10 ans, la Chine a supplanté les deux puissances coloniales historiques de l'Afrique, la France et la Grande-Bretagne. La Chine est désormais la deuxième puissance économique de l'Afrique. La Chine est la deuxième puissance économique de l'Afrique. Le monde change et les Européens, les Occidentaux ont toujours la même grille de lecture. Zelensky. Je ne sais pas si la Russie va perdre, mais il y a beaucoup de pays qui ont intérêt à ce que la Russie ne perd pas. Autrement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la rive musulmane de la Méditerranée, la rive méridionale, si ça vous terrorise la rive musulmane, je dis la rive méridionale de la Méditerranée, va enregistrer là, ces 2 prochaines années, un surplus démographique plus important que la rive septentrionale de la Méditerranée, occidentale. L'Europe, il va y avoir dans les 500 millions, 580 millions, 600 millions de musulmans sur la rive méridionale de la Méditerranée, alors que l'ensemble européen, dans sa totalité, l'Union européenne, ça fait 528 millions d'habitants. Quel est le pays européen qui a 100 millions d'habitants? Aucun. Aucun. La France, 63 millions. L'Allemagne, 80. Là-bas, on a déjà 2 pays qui ont dépassé les 100 millions. La Turquie et l'Égypte. Et c'est pas fini. Il y a l'Algérie qui arrive, le Maroc, la Libye, la Tunisie, le Liban, la Syrie, la Palestine, il y a déjà 15 millions. Ils sont beaucoup plus que les Israéliens. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a plusieurs milliers d'années, la rive méridionale va avoir un surplus démographique par rapport à la rive occidentale. Mieux, et l'islam va être hissé, il est déjà, avec 1,5 milliard une religion de dimension planétaire équivalente à la chrétienté. Je ne parle pas de la catholicité, de la chrétienté, c'est-à-dire les catholiques et les protestants, les musulmans, chiites, sunnites, alawites, ce que vous voulez. Les musulmans, c'est 1,5 milliard, c'est une religion de dimension planétaire, de l'importance de la chrétienté. Mais, à la différence de la chrétienté, si vous prenez un avion de Tombouctou jusqu'à Kaboul, vous survolez une mer musulmane. Regardez la carte. Vous l'avez la carte? De Tombouctou jusqu'à Kaboul, vous survolez une mer musulmane. Il y a juste une petite enclave exogène, la promesse Balfour en Palestine. C'est la seule exogène. Tous les autres sont musulmans. Ou chiites, ou sunnites, mais ils sont musulmans. Ou hanafites, ou hanbalites, ou shafites, mais musulmans. Le même Coran, le même prophète, la même Mecque. Une mer musulmane à l'articulation de 3 continents, 53 pays. À l'articulation des 3 grandes voies de communication internationale, le canal de Suez, le détroit de Gibraltar, le détroit d'Ormuz, avec une main-d'œuvre abondante et des ressources bon marché, une force économique, plus avec la Méditerranée, cette mer commune qui était de l'époque antique, la mer commune, qui était une mer de civilisation grecque, latine, phénicienne, Carthage. Maintenant, c'est devenu une mer internationale. En 1990, au moment de la chute de l'Union soviétique, il y avait 3 bateaux, battant ou pavillon chinois ou pavillon russe, qui traversaient la Méditerranée. 3 par jour. Aujourd'hui, on a 10 bateaux par jour. Ou chinois, ou russes, ou chinois et russes, ou russes, ou chinois. C'est-à-dire 300 bateaux par mois. Et avec les critères de convergence de l'Union européenne,
la Grèce a été obligée de faire une refonte de structure financière pour éponger sa dette. Elle a dû céder à la Chine le port de Pirée sur 50 ans. La Chine a payé 50 milliards de dollars pour louer le port de Pirée à la Grèce pendant 50 ans. Le port de Pirée, où il y a la plus grande zone franche chinoise à porte de l'Europe pour inonder le marché européen de produits manufacturés chinois. C'est que j'explique les chemises, les pantalons, les chaussures. Allez dans les... Il y a 300 à 400 métiers français qui ont disparu en 10 ans. Et à l'autre extrémité de la Méditerranée, vous avez Alger qui est la place forte du commerce chinois. La place forte du commerce chinois, c'est Algérie. D'Alger, si vous tracez une ligne d'Algérie jusqu'à la port du Pirée, vous avez une ligne de démarcation de la Méditerranée qui est devenue une mer Méditerranée, une mer internationale, et non plus une mer occidentale ou mer méditerranéenne, une mer internationale. Et la ligne qui va d'Alger au Pirée, c'est la ligne de démarcation d'un nouveau monde, une ligne inscrite à l'encre de Chine, et comme vous le savez tous, n'est-ce pas Youssef, une encre indélébile. C'était l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Merci de votre écoute. Je suis disposé à répondre à vos questions. Il est en avance, donc tant mieux. C'est dense, c'est pas grave. Une demi-heure. Alors vous avez bien remarqué que on parle de l'Ukraine et ça contourne bien autour de l'Ukraine. Mais c'est ça l'Ukraine. Bien sûr, c'est ce qu'on va aborder. Je ne suis pas un embryoniste français, moi. Et l'idée, parisien, et l'idée là avec vous, c'est bon, on va aborder les questions. Donc on est entre nous. Donc l'idée c'est d'avoir des questions le plus court possible pour avoir des réponses de René et qu'on aborde bien les questions. N'hésitez pas à revenir si jamais ça répond à vos besoins pour le centrer un peu plus sur l'Ukraine ou bien d'autres questions qu'il aborde, d'autres sujets qu'il aborde. Je dois vous signaler que la deuxième période de notre intervention, je vais parler de complémentaire à celle-là, l'accord Chine-Iran sous l'égide de la Chine. Ça, il faut le faire, hein, sous l'égide de la Chine. Donc, je répondrai à vos questions, mais je peux aussi regrouper vos questions pour faire une synthèse, ou on peut passer à autre chose quand vous voulez. Non, des questions. Vas-y, allez-y, je prends les questions, on peut en prendre 2 ou 3 peut-être, et laisser après répondre. Voilà, c'est toujours la première question qui est un peu compliquée. Pardonnez-moi, j'utilise la terminologie que les hauts fonctionnaires parlent entre eux. En général, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, ni ailleurs. Mais entre eux, par exemple, moi, je peux vous le raconter, quand j'ai sorti le boulot, j'ai été convoqué par un grand ministère, par le directeur de cabinet du ministre. Il m'a dit, mais René, vous êtes des nôtres. Moi, j'ai tout de suite compris, tu es blanc et tu es d'essence chrétienne. J'ai dit, oui, liberté, égalité. Fais pas le con. Entre nous, ils te disent comme ça. C'est l'islam, c'est terreur, traite des nègres. J'ai dit, mais pardonnez-moi, moi tout le temps, liberté, égalité, patrie des droits de l'homme. Il me dit, c'est la dernière fois, tu es des nôtres, je n'oublie pas. C'est entre eux, ils parlent comme ça. Je peux aussi vous raconter beaucoup d'histoires comme ça entre eux qui disent, mais ils savent, ils disent, il n'y a pas de statistiques ethniques, mais eux, d'ailleurs, je peux vous dire une chose, au moment des élections régionales, j'étais témoin d'une haute personnalité française a adressé un questionnaire aux conseils régionaux et départements de la zone, je ne précise pas lesquels, mais moi je fais. Il avait un questionnaire, recensez-moi les personnes d'origine arménienne, parce que c'est des chrétiens, un peu européens, donc il vaut mieux naturaliser des Arméniens plutôt que Sénégalais, sauf Mbappé. et des Marocains. Les Marocains, c'était très... Avant la crise, ils étaient très favorables à la France, donc ça leur permettait. Et ensuite, l'importante colonie marocaine et les macroniennes, françaises au Maroc, et les macroniennes à 100%, parce que c'est des entrepreneurs, il y a l'argent et tout ça. Donc, il y a un non-dit raciste dans les hautes sphères de l'administration. Je fais juste à vous populariser ça pour que vous ne soyez pas choqués un jour de découvrir qu'il se passait comme ça en 2023. Je suis à votre écoute pour vos questions et vos réponses. Parler de la France, bon, pas que. Non, mais quand vous parlez de la France, je suis complètement d'accord avec vous.
sur le racisme institutionnel, j'ai aucun doute là-dessus, il existe. Ma question, c'est la suivante. Il y avait quelqu'un qui avait classifié les races, qui s'appelait Gobineau. Et je voudrais savoir si, d'après vous, cette classification, elle est toujours... Est-ce qu'elle a permis à la France de pouvoir partir tranquille vers des territoires civilisés? Et est-ce qu'elle est encore présente dans l'esprit des gens qui dirigent Matignon et qui dirigent aussi, qui s'occupent de la France-Afrique? Je ne suis pas anti-français. Je ne suis pas anti-français. Non, personne ne dit ça. J'ai une lecture critique de l'histoire de France. Et croyez-moi, quand j'ai opté pour la nationalité française, je ne connaissais pas l'histoire de France. Cela dit. La théorie de Gobineau, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, elle est condamnable. Toutes les personnes sont égales. C'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de France. Et dans la patrie des droits de l'homme, moi je trouve inquiétant qu'il n'y ait jamais eu quelqu'un qui se soit posé la question comment ça se fait que la patrie des droits de l'homme, la patrie de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, ait développé une codification juridique sur la base du Gobineau-darwinisme. Le Code noir, c'est le seul pays au monde qui avait le Code noir. Pourquoi? Je vous parlerai du Code noir si vous avez envie. Et le Code de l'indigénat. À quel titre? En département français, l'Algérie, une personne qui naît en Algérie, elle est inférieure à un indigène. Et pourquoi les indigènes juifs, on les a blanchis pour les appartenir à la race supérieure? C'est dingue. Les juifs ont été 3 fois victimes du racisme français. D'abord, ils étaient algériens comme les autres, des indigènes algériens de confession juive comme il y avait de confession musulmane, mais il y a partout des pays de religions différentes. Au Liban, il y a des chrétiens, des musulmans, des chiites, des sunnites, ce que vous voulez. Mais non seulement on a blanchi les juifs, on les a rendus français, donc on les a extirpés de leurs racines algériennes, et lorsque Vichy est arrivé, on les a refoulés, on les a expédiés au bagne, dans les chambres à gaz. Et après, lorsqu'ils sont redevenus français après Vichy, ils sont retournés en Algérie, on les a expulsés en pied noir parce qu'ils étaient solidaires des Français. Moi, si j'étais juif, je me serais flingué avec les Français. Ça. Alors, à plus forte raison, les Algériens. Ils sont nés dans leur pays. Vous dites qu'ils sont un code de l'indigénat. Donc, les indigènes sont les propriétaires du pays. Donc, l'Algérie appartenait aux indigènes. Pourquoi vous les avez traités en sous-hommes? Et lorsqu'ils sont venus en France, les indigènes, où est-ce qu'ils sont? Il est parti l'indigène là, où ça? On les a appelés indigènes ici. Les Algériens en France sont des indigènes. Les indigènes. Or, ils sont exogènes. Les indigènes de France sont les Français. Les indigènes de France sont les populations originaires du pays. Un Français, lui, est indigène ici. Moi, je suis exogène. Donc, on a transposé au schéma colonial les indigènes. Il y a une permanence. Mais le problème, de la même manière que j'ai dit, le monde a changé et l'Occident a toujours les mêmes grilles de lecture, parce que l'Occident a gouverné le monde pendant 6 siècles. Il est nombriliste. Il voit le monde à travers son nombril. Et donc maintenant, les autres, ils leur transposent les mêmes schémas coloniaux à la structuration de la population française. Là, les basanés ici, ils sont des indigènes. Ils sont méprisés. Pourquoi ils sont indigènes? Parce qu'ils étaient indigènes en Algérie, ou au Maroc, ou au Sénégal. Or, les Français, s'ils maîtrisaient leur langue, sachez que les meilleurs usagers de la langue française sont les étrangers. Hein. Senghor, Aimé Césaire, Kateb Yassine. C'est un défaut de maîtrise de la langue française. En plus, je vais vous dire une chose. La France, si j'étais, au lieu de me débattre dans ces idées, si j'étais vraiment soucieux, si j'étais un homme politique, pardon, parce que je suis soucieux de la grandeur et de l'exemplarité de la France, mais à mon niveau. Ça ne pose pas beaucoup, mais ça pose au niveau de la capillarité des choses. J'aurais regardé mon histoire en France. La France n'est pas un pays qui regarde son histoire en France. Il n'a jamais regardé son histoire en France. La France
Je ne suis pas anti-français, mais la France est le seul pays au monde qui a eu 8 capitulations. C'est le seul pays au monde qui a eu 8 capitulations. Vous les connaissez? Non. 2 capitulations navales, Trafalgar et Aboukir. Ça a permis à l'Angleterre d'avoir la maîtrise des mers et de propager la langue française. Waterloo. Elle a eu Waterloo. Sedan. L'expédition du Mexique. Fashoda. Fashoda, elle a été battue par les Anglais au Soudan, elle a perdu, elle a gardé le Soudan français, elle n'a pas pu faire la jonction du Nil. Fashoda. L'expédition de Mexique, Napoléon III est arrivé fatigué en France en 1869. 70, il y a eu Sedan, il a été massacré. 1940, Dien Bien Phu, l'Algérie, le Mali, c'est une défaite le Mali. Quoi qu'on dise redéploiement, Barkhane, c'est une défaite. Ils se sont repliés au Niger. Et sous drapeau nigérien, les bases françaises au Niger, elles sont sous drapeau nigérien, il n'y a pas de drapeau français. Et la Syrie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire un repart stratégique avec la Mongolie. Voilà. La France, si j'étais un homme politique, voilà le débat que je porterai. La France a été à l'articulation majeure des penchants criminels de l'Europe démocratique. La traite négrière et l'extermination des Juifs. Les Allemands ont fait l'extermination des Juifs. Ils ont fait une repentance. Ils ont participé très peu, ils avaient très peu de colonies à la traite négrière. Nyasaland et Tanganyika. Namibie. L'Angleterre a participé à la traite négrière, mais n'a pas participé à l'extermination des Juifs. Le Portugal, ça a été une grande traite négrière, mais pas l'extermination. La France, la traite négrière et l'extermination des Juifs. Le seul pays européen à l'articulation majeure, ça c'est à noter, à l'articulation majeure des penchants criminels. Jamais personne n'a voulu regarder l'histoire de France en face pour dire voilà, le grand remplacement. Mais on a eu besoin d'eux. Les premiers Algériens qui sont venus en France, ils sont venus quand? Ils sont venus quand? Ils sont venus en 1919. 500 000 Algériens ont été venus. On les a déportés d'Algérie en France pour aider à la reconstruction de la France. Vous croyez qu'ils sont venus pour leurs beaux yeux? On les a fait venir de force. Pourquoi il y a des Algériens à l'Estac? Parce qu'il fallait faire venir des Algériens pour casser la grève des dockers. Le Parti communiste était très fort dans les ports de Marseille. Il a fallu amener des Algériens pour casser les grèves des dockers. On les logeait dans des taudières. L'Estac, c'est devenu de belles villas là, pour les Algériens. Les 3/4 des Estac sont des Algériens. Jamais on n'a remis en cause la politique française. La mythe de la grande. C'est quoi la grande France? La France est un pays qui a sabordé sa flotte plutôt que de livrer bataille. Il a fait venir 1 400 000 Algériens, Africains ou Arabes, musulmans ou chrétiens pour le défendre. Pour les défendre, pour les libérer du joug nazi. 1 400 000, il a sabordé sa flotte. La Russie, en échange, la Russie, vous savez, Toulon, là où on a sabordé la flotte, ça a été libéré par la première armée d'Afrique, la nôtre. Mamadou, c'est nous les Africains qui avons de loin. Elle était commandée par le colonel Raoul Salan. Il sera putschiste à Alger après, mais il était, parce que le tropisme. Ils ont sabordé leur flotte. La Russie, en comparaison, c'est pour ça qu'elle ne peut pas vaincre. Elle a l'esprit du sacrifice, la Russie. C'est un pays qui a l'esprit du sacrifice. Le siège au Stalingrad, qui a brisé l'armée allemande. 20 millions de morts russes. 2 ans de siège. 20 millions en arabe, pour ceux qui ne comprennent pas. 20 millions, 20 millions. 20 millions de Russes sont morts. 20 millions. De soviétiques. Oui, mais c'est des blancs. Il y avait des Ouzbeks, des Tadjiks, des Ouïghours. Oui, mais c'est tous c'était l'Empire soviétique. Ça a affaibli. Mais il y avait quand même Stalingrad. Il y en a beaucoup qui ont... Stalingrad, il n'y avait pas que des Tadjiks, hein, des Seldjouks et tout ça. C'est 20 millions. La France a tenu 35 jours, elle a capitulé. Les autres n'ont pas capitulé. Ils n'ont pas capitulé. Ils ont brûlé leur capitale, Moscou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comment on a remercié la Russie? On l'a épuisé.
elle a épuisé l'armée allemande. Elle a permis à la Russie, à l'armée rouge, d'avancer vers Berlin. Ça a obligé les Américains à bombarder Hiroshima. Qu'est-ce qu'on a fait? La Russie, on ne l'a jamais associée à la fête du 8 mai pour célébrer la fête de la victoire. On a fait la fête de la victoire entre les alliés occidentaux. On n'a jamais invité l'Union soviétique. 20 millions de morts rien qu'à Stalingrad. On a voulu faire une démarcation. La Russie, c'est un pays chrétien comme eux, mais ce n'est pas un pays ni catholique ni protestant. La Russie est orthodoxe. Orthodoxe, Église d'Orient. Et la chrétienté, sachez-le, la chrétienté est née en Orient. Yassour, Jésus, Palestine, Bethléem, en Orient, l'Europe, l'Occident a exercé une opéra sur la chrétienté. Il en a fait une religion occidentale, à tel point que lorsque, je vous donne un souvenir personnel, lorsque je suis arrivé à Beyrouth, René, tu t'appelles René, tu es arabe, musulman, je dis non, mais il y a des chrétiens avant vous. La chrétienté, non, les gens sont tombés des nues. Il y a 25 millions de chrétiens en Orient. En Égypte, 6 millions, le Beyrouth, Jordanie, Syrie, Irak, partout. Mais il y a une cécité. Pour eux, le monde arabe est musulman, les Palestiniens sont tous musulmans, indépendamment de Jérusalem, Nazareth, Bethléem, ils s'en foutent. Il faut une conflit de civilisation. Et ensuite, pour les chrétiens d'Orient, la France s'est arrogé le rôle d'être la protectrice des chrétiens d'Orient. Mais n'entendez pas protectrice, c'est-à-dire elle les protège. Elle est leur protecteur. Donc ils sont sous protectorat français. C'est-à-dire que vous devez penser les chrétiens arabes comme les Français. Et si vous ne pensez pas comme les Français, vous êtes un renégat, on vous criminalise. C'est le drame de Georges Ibrahim Abdallah, qui est chrétien, maronite même, frère des écoles chrétiennes, mais pro-palestinien. Un chrétien pro-palestinien, c'est un selzanomov, ça n'existe pas. Donc on le fusille. C'est pour ça qu'on a fusillé Georges Ibrahim Abdallah. Voilà, pour toutes ces raisons, il y a l'Occident doit se remettre en cause, se revoir lui-même. Là, par exemple, pourquoi ils veulent pas pourquoi beaucoup de pays ne veulent pas de la victoire de l'Occident? Je ne dis pas par amour de la Russie, par haine de l'Occident. Vous avez une dizaine de pays qui sont sous embargo. Le Yémen. Pourquoi le Yémen? C'est un pays de va-nu-pieds qui avait face à lui une coalition de 7 pays, des mercenaires qui pilotaient les avions, un blocus américain, les Anglais, les Français qui les aidaient, et ils ont canardé l'Arabie Saoudite, qui les a obligés à négocier un traité de paix. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, partout, le Cuba pendant 30 ans, l'Iran, ça fait 42 ans. Ça n'empêche pas l'Iran d'avoir accès à l'arme nucléaire. À un moment donné, les gens te disent on est fatigués. Ils impriment des billets, ils font des guerres, ils nous asservissent, ils pillent nos richesses. À tel point que lorsqu'il y a un drame, ils attaquent la Libye, comme Sarkozy. Et d'après les messages de Hillary Clinton, c'est un papier qui sortira en octobre prochain, il s'est emparé de 7 tonnes d'or de la Libye pour une simple raison, parce qu'au moment de la crise des subprimes en 2008, la France a perdu 100 000 milliards de capitalisation boursière, le monde occidental 25 000 milliards de capitalisation boursière, donc il fallait se renflouer. On a pris l'argent là où il était, les pays du tiers-monde, on les a jetés. Ils ont pris l'argent de Ben Ali, la Syrie n'avait pas d'or, et maintenant qu'est-ce qui se passe? La Chine et la Russie, ils te disent si jamais il y a une guerre qui s'étend, on va geler nos avoirs comme on a gelé les avoirs de la Russie, ils se mettent à acheter de l'or. La Chine a acheté cette année 2 tonnes 400 grammes, 2 tonnes et 400 kilos d'or. La Russie, c'est un gros producteur d'or et de diamants. Donc au total, la Russie et la Chine, ils ont déjà 4 tonnes 900 000. Les États-Unis ont 5 tonnes d'or. Ils ont rivalisé avec là. Ils vont continuer à acheter. Ça se démultiplie partout. L'Argentine et le Brésil, les deux grandes économies sud-africaines, sur le flanc sud des États-Unis, ont décidé que leurs échanges seront désormais payés dans leur monnaie locale. Ils ne paieront plus en dollars. Le dollar, il va perdre sa primauté, il ne pourra plus, toutes les transactions se fassent en dollars, et quand il n'y a pas de dollars, on imprime le dollar.
Les États-Unis sont en défaut de paiement. Ils sont en train de négocier Biden avec le Congrès pour élargir, pour augmenter le temps de dette, pour imprimer des billets de dollars. La Russie et la Turquie font des échanges en roubles. L'Iran, la Chine a besoin de 16 millions de barils par semaine de pétrole. L'Iran et l'Arabie Saoudite lui fournissent. L'Iran lui paye, elle paye à l'Iran le pétrole en yens. Et l'Iran achète du produit chinois en roubles, en dirhams. Donc la part du dollar diminue. Dans quelques années, ce sera 20%, 20% c'est fini. Il n'y aura plus le Fonds monétaire, Banque mondiale et les candidats. Voilà, on en est à ce niveau-là. Dernière chose sur l'Ukraine. Tout le monde se réjouit des F-16. Tout le monde. Vous avez vu la presse? Je vous parle de ça pour vous apprendre à lire d'une manière critique les journaux. Moi, je ne lis pas les journaux occidentaux, mais pour vous, on fait une séance de lecture. Les F-16, ce n'est pas l'avion de la première génération, c'est l'avion avant-dernière génération. Il y a la nouvelle génération qui est en route depuis 4 ans, c'est les F-35. Qui fournit les F-16 à l'Ukraine? Les pays européens. Les pays européens donnent un avion assez périmé à l'Ukraine. Et ils vont le remplacer par quoi? Par les F-35. Qui fournit les F-35? C'est les Américains. Qui achète les F-35? C'est les Européens. Donc, ils se débarrassent de leur quincaillerie, alors que face, il y a les Sukhoi 23 et les S-400 et les S-500, les missiles antiaériens qui sont performants, qui sont beaucoup plus performants qu'autre chose. C'est-à-dire que les Européens vont se débarrasser de leur quincaillerie à l'Ukraine et ils vont acheter des avions plus chers à l'Amérique qui va faire tourner l'industrie de guerre américaine. Qui est le dindon de la farce? C'est l'Europe. L'Europe sera, je ne sais pas si la Russie va perdre ou si elle va gagner, mais l'Europe sera la grande perdante de la guerre d'Ukraine. C'était l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Merci de votre écoute. Moi, je ne suis pas d'accord. Si elle est... Je suis cycliste, je transpose. Comme on le connaît, est toujours à l'offensive. Et il dit quoi? Elle est toujours à l'offensive. Elle attaque toujours. Même si elle est en train de se faire défoncer, elle est malgré tout toujours à l'offensive. Est-ce qu'on peut s'imaginer jusqu'où elle peut aller dans cette folie? Parce que, en attendant, j'allais dire, c'est les Ukrainiens qui en prennent plein la gueule. Hein. Pour l'instant, le peuple n'en a pas trop pris plein la gueule, mais à un moment donné, les Russes risquent d'y aller plus franchement, quoi. Tu vois, jusqu'où on peut imaginer que l'Occident... Est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que non, on va se calmer, on va s'arrêter, on va trouver une porte de sortie. Je ne sais pas laquelle, mais il faut vraiment s'arrêter. Ou est-ce qu'elle restera dans sa façon de faire, c'est-à-dire toujours à l'offensive, malgré les défaites et les déceptions? Tous les peuples colonisés, spoliés, on a été matraqués. Beaucoup ont trouvé la sortie en collaborant avec la puissance occupante. Les djihadistes, l'opposition aux pétromonarchies. D'autres ont succombé au coup. Ils sont morts en martyrs, en dommages collatéraux. On les appelle les dommages collatéraux. Alors que ce sont des dommages directs. D'autres ont commencé avec, à force des siècles, ils ont commencé à apprendre à esquiver. Enfin, voilà, au terme de 50 ans de matraquage, non seulement on a commencé à relever la tête, mais à faire des ripostes asymétriques. Après de 40 ans de matraquage, c'est la première génération, depuis l'an 2000-2005, où on entame d'une riposte asymétrique face à l'Occident. L'Occident, tant qu'il a la force, il a la maîtrise technologique, c'est la plus grosse concentration technologique scientifique, c'est aux États-Unis et en Europe. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc, ils ont la force brute, le pouvoir d'édicter. Ils ont le rôle prescripteur. Tu es un État voyou, tu es un État... Eux, ils sont voyous, mais c'est toi le voyou. Tu es complotiste, tu es antisémite, mais eux, ils ont été antisémites avant toi.
Mais parce que tu critiques Israël, khalas. Ils ont le pouvoir prescripteur, mais c'est progressif. Là, en été, on va voir le début de basculement. C'est ce que je voulais dire, c'était le début. Nous sommes à la veille d'un point de basculement du monde. Un nouveau conflit, non pas Est-Ouest, mais Sud-Est-Nord-Ouest, qui est infiniment beaucoup plus équilibré parce qu'il y a la profondeur stratégique. Le premier continent parle. Qui sait, cyniquement, un Chinois, un Russe, Indien, Pakistanais, Indonésien, ce que tu veux. 6 millions, 10 millions de morts, ça m'en fout. Ils se relèvent, ils sont 1 milliard et quelques. 5 millions de Français, ils pleurent. 5 millions d'Américains, ils pleurent. 3 milliards aux États-Unis. L'attentat du 11 septembre, ils ont pleurniché pendant des années. Là, Hiroshima, 400 000 personnes, on les a massacrées. Nagasaki, 200 000, 600 000 en 2 jours. Troisième puissance économique du monde. Il y a une capacité de reproduction, de régénérescence. L'Occident, il y a le niveau de vie, les machins, le barbecue, on ne peut pas, le week-end, le RTT, tout ça. Là-bas, on est en train de modifier les rapports de force. Tes enfants verront la modification. Moi, je le prévois, c'est tout ce que je peux dire, parce qu'en raison, mais je prédis les choses. Ça s'arrêtera un jour, le jour où leur puissance sera bridée. Et peut-être que la guerre d'Ukraine, si elle se termine contrairement à la prévision, tu sais, la sagesse vient quand on commence la fin de la route. La sagesse vient quand s'achève la route. Tu arrives à la fin de ta vie, tu commences à dire « Ah, j'aurais pas dû faire... » Je commence. Et il commence à être le vieux Occident. Il y avait la vieille Europe, maintenant elle commence à être aussi... L'Amérique a passé la quarantaine et dans les soixantaines, à l'image de son président. C'est pour te dire, les 2 derniers présidents. Les 3 derniers présidents de la France, c'était catastrophique. Sarkozy, mais c'est quoi ça? Il est condamné à 2 fois de... C'est un voyou. Je parie qu'il a plus de condamnations que toi par la justice française. Je te le jure. Oui, alors, il y a peut-être une dernière question, ou peut-être d'autres. Bernard, est-ce qu'il y a d'autres questions? À bouffer. Est-ce que l'Europe va résister? Est-ce qu'elle va s'éclater en petits morceaux? Les Allemands ayant leurs intérêts, les Français les autres. Moi, c'est ça que je sens venir. C'est-à-dire, à travers les affirmations, on est les meilleurs, mais ils savent bien qu'ils n'en peuvent plus. Ce que je voulais dire, c'est quand Macron est allé signer le document que le président chinois lui a fait signer après une journée folle, là, où ils se sont embrassés, etc., dans les jardins, il lui a fait avaler tout ce qu'il a voulu, le président chinois. Donc, bien sûr. Voilà. Donc Macron, il pèse rien par rapport au président chinois. Donc l'Europe va peut-être éclater, parce que chacun verra le midi à sa porte, comme on dit. Mais voilà, ça c'est un développement possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou ça va? Ouais. Je voulais parler d'un pays qui est la porte de l'Afrique pour la France, c'est l'Algérie. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est avant tous ces problèmes-là et avant la crise et avant 2018, était un pays qui était quand même unipolarisé autour de l'influence française. Aujourd'hui, il commence à être multipolarisé à travers les influences chinoises, à travers les influences russes. Je voulais que peut-être que tu nous donnes ton avis là-dessus. Il y a une... Rapidement répondre là et là, ça c'est un constat là. Ça va. Les résultats, la Banque centrale européenne va payer. Et nous, notre niveau de vie va baisser. Et la retraite, c'est pour cela. Tout est lié. L'Algérie, il y a une césure fondamentale avec l'Algérie. C'est pas la guerre, les mémoires et tout ça. L'Algérie, c'est un pays fondamental, fidèle à ses alliances internationales. Fondamentalement. Il ne varie pas. On peut parler de tout le mal qu'on veut sur la politique intérieure algérienne. C'est pas mon problème. Moi, je m'occupe de politique internationale. L'Algérie et la Syrie sont les 2 seuls pays arabes fidèles à leurs alliances internationales. Ils n'ont jamais varié. Je veux vous raconter une histoire, mais je dois la mettre dans une interview qui doit sortir dans un journal algérien. J'ai peur que vous la répétiez. C'est pour cela. Vous promettez? On fait une démarche collective auprès de l'Algérie, les États occidentaux. On fait une démarche collective. Je ne cite pas qui, et je ne cite pas à qui ils se sont adressés. Je garde ça pour moi. On leur dit, écoutez, l'Ukraine, usurpation de territoire par la force, droit international. Vous êtes soucieux de droit international.
L'Algérie dit oui, bien sûr. Il dit, ça vous ennuierait de sortir un communiqué de condamnant l'annexion de la Crimée et du Donbass. Il dit, je vais le faire tout de suite. Les Occidentaux, ambassadeurs de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, l'Union européenne, tous satisfaits. Il leur dit, je vais rédiger le communiqué, mais dans le même temps, vous sortez un communiqué où vous condamnez l'annexion du Golan, de Jérusalem. Ça a tourné court, la conversation. L'Algérie n'oublie pas une chose. Durant le printemps arabe, vous étiez trop jeune à l'époque, mais j'étais là pour veiller sur vos intérêts. L'Algérie a été plombée par 2 régimes islamistes. Narda, la Tunisie, et Belhadj, la Libye, pour l'étrangler. C'était pas un hasard. L'Algérie s'est dessaisie de son nœud coulant et elle a retourné la chose. Mais elle a mis 10 ans pour le faire. Après, on dit Hirak, droit. Il y avait le problème de survie. Ils s'en foutent. C'est un pays sécuritaire. Il est entouré des pays hostiles, particulièrement de la France, qui voulait, dans le nord Mali, avec Ansar al-Din, créer une base dans le nord du Mali, c'est-à-dire le sud de l'Algérie. Donc, l'Algérie, elle peut ponctuellement, conjoncturellement, améliorer ses relations avec la France pour des raisons, l'importante communauté musulmane, algérienne en France, pour des raisons, elle a besoin de récupérer tous les investissements algériens investis en France. Elle a déjà récupéré près de 43 dépôts d'argent, de villas, tout ça, récupéré tous les généraux algériens qui avaient fait leurs dépôts en France, des villas, des châteaux, et les a récupérés. Donc tant qu'elle a besoin de récupérer des choses et qu'elle peut fluidifier les rapports, la circulation entre les Algériens de France et d'Algérie, elle le fera. Mais fondamentale, elle n'est pas. Elle va entrer au BRICS là, prochainement. En avril, en août, je vais avoir le bonheur d'être l'invité de ce monsieur à Radio Galère et je vais annoncer la création de nouveaux mondes multipolaires autour du BRICS et le noyau historique. Il y aura l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, l'Argentine, il y a le Brésil, le Mexique. Vous vous rendez compte, 3 grands pays d'Amérique latine, qu'est-ce qu'il reste à l'Amérique? Ils sont en train de dire encore Zelensky. Un jour, il va être flingué, Zelensky. Une manière ou une autre, comme Hamid Karzai, comme l'Afghan, Rani, Ashraf Rani. Il a été président jusqu'à le dernier jour. Il s'est retrouvé à Dubaï. Ben Ali, 33 ans, dictateur. Il a fallu d'un pétard, il se retrouve à Dubaï. Il est mort en Arabie Saoudite. Et sa femme est à Dubaï. Elle fait du TikTok avec Lena Situation. Bon, ben moi je dirais que c'est parfait, puisqu'on finit exactement dans les temps. Ah, il y a une question. Ben super, c'est bon, on a encore 4 minutes, donc on essaye de faire vite. Vas-y. Non, c'est monsieur Rémi qui m'avait... Mais allez-y avec vos 2 questions, sans politesse, Mika, vas-y. Non, en fait, moi, j'ai une lecture depuis un moment parce que bon, on parle des dirigeants, tout ça. Et nous, le peuple, en fait. Les plus grands perdants, tout à l'heure, j'ai entendu dire les perdants, ça va être l'Ukraine. J'ai dit l'inflation. Est-ce que nous, les plus grands perdants, c'est pas nous, le peuple? Et moi, j'ai cette réflexion depuis un moment, en fait, de me dire, en vrai, l'Europe, il est en train de se noyer. Je vais prendre mon baluchon et mes gamins. Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme nos parents, être la prochaine génération à se tailler de ce continent, en fait? Eux, ils sont arrivés, nous, on devrait se tailler, en fait, peut-être. Moi, j'ai cette question au fond de moi depuis quelques années. J'ai testé un truc en France encore de monter une dernière société en me disant peut-être je vais faire un truc et nani avant de me barrer. Et très sincèrement, aujourd'hui, je suis pris entre deux eaux. Soit je m'engage à 3000% dans un pan politique et vraiment on essaye de renverser les choses, mais c'est quelque chose auquel je crois doucement. Je parle même au niveau local déjà. Ou alors je prends mon baluchon et mes gamins, je leur épargne toute cette misère intellectuelle française qu'on est en train de subir et je me casse en fait. Parce qu'elle est intellectuelle, la misère, elle est sociale, elle est économique. En France, on est en train de devenir ce qu'ils appelaient avant-hier le tiers-monde. Moi, ma lecture, elle est là. Et donc, en fait, je me dis, je prends mon baluchon, je me taille. Et est-ce qu'on n'a pas intérêt à les laisser se démerder avec leur délire? Et nous, le peuple, on se taille, en fait. Cassez-vous, démerdez-vous, travaillez-vous, allez à l'usine, allez faire ci, allez faire ça, allez faites-le tout seul. Nous, on se barre. Ok, merci. Voilà. On prend la deuxième question, mais ça, en gros, c'est est-ce qu'on part, quoi. Moi, je suis contente d'entendre de ce que vous venez de dire là en ce moment, parce que moi, c'était pas vraiment une question.
C'était pour essayer de montrer un peu ce que M. René était en train de dire quand on parle de génocide. Pour moi, cet génocide n'était pas le génocide de Rwanda, mais un génocide qui s'applique maintenant. Maintenant même, parce que quand on regarde tout ce qui se passe, qu'est-ce qui a entraîné l'Europe, ou la France, plutôt la France là où on est, c'était l'Afrique. Les matières premières, tout ce qu'il y avait en Afrique, c'est ce que nous, on est en train de vivre ici, qu'on les a importés, nos parents, nos arrière-grands-parents, que ce soit la guerre, que ce soit alimentaire, tout l'ensemble, quoi. Et ce qui se passe maintenant, l'Afrique commence à se détacher. Quand on regarde ce que vous venez de nous dire à propos de Mongolie, et ce qui se passe dans mon pays, les Comores, qui est une petite île, que la France est venue prendre Mayotte de force, et que maintenant il est en train de nous séparer les 4 îles, mais complètement, qu'on nous a vendu un faux indépendance de 50 ans qui est théorique, parce que moi c'est ce que j'avance, mais une colonisation de 182 ans. Alors tout ça, ça se passe, que ce soit en Algérie, que ce soit au Mali, que ce soit partout, mais on n'arrive pas à avoir clair. Nous-mêmes, on nous vend un rêve ici en France, on dit voilà, on a telle facilité parce qu'on a la lumière, on a l'eau, et pourtant tout ça c'est nous-mêmes. Alors pour moi, c'est un génocide d'extermination du peuple africain, arabe, pour en tirer quoi? Parce qu'il n'y a plus de Français d'ailleurs. Alors on va... Parce qu'il disait, ouais, jusqu'où elle va aller cette folie et tout. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de cette guerre et tout, mais on n'a pas relevé un truc. Moi, il y a un truc vraiment, non, ça me rend fou. Le truc qui me rend fou là actuellement, en fait, c'est que sur la question de l'Ukraine, je vais revenir à la base, à la racine, on va revenir sur Zelensky. Ok, c'est un acteur, ça choque. Moi, ce qui est encore plus choquant dans tout ça, c'est qu'à la base, c'est même pas un acteur. C'est un pseudo-comique qui fait du piano avec son pénis. Et on est en train de lui envoyer des chars, des millions. Est-ce que c'est ça qu'il faut que j'aille faire sur TikTok pour que moi aussi, ma vie, elle devienne belle? Non, mais d'un coup, est-ce que moi, je vais me mettre sur TikTok, je vais faire un petit piano, là, et je prends Boisse, vas-y, Boisse, on s'amuse. Non, mais il y a un peu de sérieux dans ça. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas sérieux. Mais là, on est encore moins sérieux. C'est-à-dire qu'on envoie des armes à des gens comme ça, on envoie de quoi, soi-disant, se défendre, et en plus de ça, on les prend au sérieux dans nos médias. C'est-à-dire que les médias, ils les font passer pour quelqu'un de sérieux. C'est tout à fait normal d'avoir ce genre de personnes à qui on envoie des millions, à qui on envoie des armes, qu'on invite de partout comme si c'était... En fait, pour moi, c'est... Même, il vaut même pas un TikToker, ce mec, en vrai. Et on n'en parle même pas. Et ça, c'est un problème. C'est comme si on prenait un mec qui sortait de The Voice, là, et d'un coup, c'est lui qui commande le pays, et tout le monde lui donne des armes, vas-y, va en guerre. Va. Mais c'est une folie, en fait. Donc la folie, elle est déjà atteinte depuis très longtemps. Si on en est là, pour moi, c'est que la folie, elle a déjà touché un point de non-retour, limite. Et quand tu dis jusqu'où ils vont aller, moi, là, ils vont jusqu'au bout, en fait. Ils vont jusqu'au bout de leur connerie. Ils peuvent même plus s'arrêter, sinon ils sont obligés de dire qu'ils ont fait une connerie. Allez, on fait la réponse. Ouais. On a prévu le thé, on fait un quart d'heure dehors, et on reprend la deuxième mi-temps. Régional, puis les présidentielles dans 3 ans. Ne vous laissez pas égarer par des questions marginales. Je pèse mes mots. Ne vous laissez pas égarer par des questions marginales. Soyez radicaux. Être radical ne veut pas dire être extrémiste. Soyez radicaux, prenez les choses par les racines. Ne dispersez pas vos votes. Ciblez bien vos votes pour que ceux qui cherchent un véritable changement, pas un ravalement de façade. Vous avez une possibilité de vous exprimer pour modifier le rapport des choses. Soyez radicaux, prenez les choses par les racines et faites les votes qui sont le mieux allant de préserver l'intérêt de la France à long terme, l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de l'Occident, dans une harmonie des divers continents. Franchement, c'est ma conviction la plus intime. Personnellement, je ne me suis jamais dispersé, j'ai toujours voté bien. Mais je ne vous dis pas quoi. C'est tout, mais vraiment. Vous êtes victime, on n'avait même pas droit à la parole. Il y a toute une clique à Paris qui décide, il y a toute une technostructure avec des relais médiatiques et vous êtes conditionné par ça. Donc, les seules bouffées d'oxygène, les bouches d'aération, c'est les blogs, les sites, les colloques, les radios, les émissions et tout ça. C'est le sens de mon intervention ici, en plein lundi de Pentecôte, en espérant que le Saint-Esprit se manifestera sur vous. C'est ça la symbolique de la Pentecôte.
Voilà, j'ai absolument besoin de dégorger ma gorge. Alors, 15 minutes, on se met à l'extérieur, parce que du coup il fait un peu chaud. On boit un coup, il y a des gâteaux, il y a du thé qui arrive, il y a du café. Est-ce que le son est fait? Et ensuite on repart pour la deuxième partie. Est-ce que le son est